La première concernait un petit peu la structure de la confinerie orientale qui est vraiment faite en quatre temps. Donc il y a Ouais. une distance géographique, une distance temporelle. Ces quatre temps, donc il y a le monde d'avant, la confinerie, la déconfinerie, puis le monde d'après. Alors, ce qui est intéressant, particulièrement intéressant, et ça pourrait encore donner lieu à beaucoup de questions, mais c'est toute la façon dont tu as utilisé les outils un peu sémiotiques, les changements de couleur, le rythme, les cases, etc., que tu utilises pour marquer un peu ces changements temporels. Et toi-même, tu m'as dit, quand on a préparé ensemble cette rencontre, tu m'as dit, j'ai pris soin dans la BD de travailler sur le temps et l'espace. L'idée était de montrer que le confinement physique se doublait d'une ouverture partielle sur le monde. Et je voulais te demander, alors c'est quoi finalement ce paradoxe qui consiste à s'ouvrir au reste du monde tout en étant enserré dans son confinement? Alors, donc pour moi, c'est une forme de paradoxe. Peut-être que le mot est un peu fort, mais c'est le paradoxe de nos confinements parce qu'on est à la fois isolé chez nous, on nous enferme chez nous, on nous oblige à s'enfermer chez nous, et en même temps, tout ça est mondial. C'est-à-dire qu'au plus fort du confinement, il y avait 3 milliards ou 4 milliards de personnes qui étaient confinées. Euh, C'est-à-dire que c'est à la fois, on nous isole localement et en même temps, c'est global. Et dans la BD, ce que j'ai voulu faire, c'est marquer cette différence avec d'abord quelque chose de très rigide, la grille, enfin ce qu'on appelle le gaufrier en langage de dessinateur de bande dessinée, c'est-à-dire sur une page, il y a des cases, ça c'est le gaufrier. Pendant le confinement, c'est 9 cases toujours, et c'est du noir et blanc avec un peu de rouge. C'est un peu strict. Euh, tout ça explose avec le déconfinement. Enfin, explose. Les cases sont plus droites, les coins sont arrondis, les couleurs, il y a d'autres couleurs plus vives. On a l'impression qu'il y a un peu d'espoir qui arrive, et puis finalement, non, et c'est et enfin, j'ai essayé d'aérer la bande dessinée au fur et à mesure du temps pour représenter finalement euh, ces 6 mois que je raconte sont 6 mois où on part de quelque chose où on est très refermé, mais ça correspondait à l'époque où je dessinais, à des ouvertures. Vous voyez que dans la BD, enfin vous verrez peut-être dans la BD, on commence à sortir de la maison et ensuite on sort de Mina, on va à la montagne jusqu'à la fin de la déconfinerie où on quitte le Liban pour rentrer en France. Donc il y a cette expansion-là que j'ai essayé de traiter graphiquement euh, en changeant justement ce que tu appelles les codes sémiotiques ou graphiques. Voilà. Oui, en effet, du coup, ça donne un tout parfaitement cohérent, en fait, où le fond et la forme se répondent en permanence. Ça, c'est intéressant. J'aurais peut-être une toute dernière question, une dernière avant que tu présentes la planche de la bande dessinée que tu voulais nous montrer. C'est à propos justement parce que ça fait vraiment écho à l'actualité pour moi. Dans la BD, déjà, on voit que les Tripolitains ont du mal à accepter ce confinement pour des raisons économiques. Ce que je trouve encore une fois particulièrement intéressant, c'est qu'on est en train de revivre ça là, ces 3 derniers jours avec les émeutes qui ont lieu actuellement, parce qu'on a des Tripolitains qui ne veulent pas, enfin qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, plus ou moins, continuer à vivre comme ça sans avoir de rentrée d'argent, en critiquant un État qui leur donne pas assez d'argent pour vivre. Enfin, il n'y a aucune aide de l'État. Toi, finalement, qu'est-ce que ça te fait en fait de voir que c'est quelque chose que tu as raconté dans une BD qui s'est passé il y a 8 mois est toujours au même point, que finalement ça n'a pas évolué, qu'on est en train un peu de tourner en rond. Ah, ben là, c'est presque une question politique que tu me poses. Euh, Moi, enfin, je suis extrêmement, comment dire, j'étais en colère, je suis un peu désabusé aujourd'hui parce que
voit bien la crise. On parle de famine. Ce matin, dans l'Orient le jour, on parlait de famine qui arrive. Et la question au niveau politique, elle est toujours comment s'arranger pour se mettre d'accord pour former un gouvernement. Et ça fait quoi? Le gouvernement Diab est tombé au mois d'août. On est en janvier. Euh, ces problèmes-là, ils étaient déjà immédiats au mois d'août. Hein. Que les gens soient en colère, qu'il y ait des blessés dans la rue, de la violence, etc. Voilà, j'avais envie de faire une page là, tu vois, ce matin, en me levant, en lisant le journal, j'avais envie de faire une page parce que dans l'Orient, l'Orient racontait ce matin un papa qui amenait sa fillette de 10 ans en larmes euh, devant les soldats à la manifestation et qui l'a posé aux pieds des policiers en leur disant maintenant vous en occupez. Et tu vois, bon, voilà, comment ne pas être en colère? Comment ne pas être en colère? Mais bon, c'est à mon niveau, je n'y peux rien hein, en tant que dessinateur, à part témoigner et dire que c'est pas normal. D'accord, merci pour ta réponse. Alors, je t'invite du coup à tout de suite partager ton écran pour nous montrer un petit peu la conception de ton travail, de la confinerie orientale. Et alors, Emmanuel m'avait demandé de choisir une page et en discuter rapidement. La page que j'ai choisie, donc, je vais faire un petit détour avant d'en parler, de vous présenter cette page. En fait, j'avais un cahier, pendant tout le confinement, j'avais un cahier. Donc là, je vous montre une page de ce cahier, dans lequel je prenais des notes et je faisais des croquis. Certains croquis dans la rue, d'autres dans ce cahier, enfin d'autres à la maison, et toujours dans ce cahier ou parfois sur des feuilles volantes. Et donc là, à partir de ces notes-là, ensuite j'ai construit un fichier texte Word que je ne vous montre pas, mais j'ai fait ce type de schéma. Alors toujours, mes premiers drafts, mes premiers brouillons sont toujours en rouge, le dessin est toujours en rouge. Et donc, je positionne le texte tel que vous le voyez ensuite à la fin. Sur ce brouillon, je reprends le dessin en noir. Bon, il y a juste quelques textures en orange, mais c'est pas très important. Puis, avant d'aller sur la page finale, donc ça, c'est une page du livre avec les couleurs que j'ai choisies. Alors, cette page, je l'ai choisie pas parce qu'elle était particulièrement importante dans le livre, mais au contraire parce qu'elle était très ordinaire. C'est une page qui commence par une image où on part en voiture de la maison. Donc on voit la voiture avec numéro pair parce qu'on avait le droit de circuler avec les numéros pairs à ce moment-là. Et à la fin de la page, on revient, il fait nuit, c'est juste avant le couvre-feu, on revient avec la voiture. Et entre-temps, on voit les banques, on observe les banques des ouvriers qui soudent des grandes plaques en fer sur des banques pour les blinder, un distributeur d'argent qui a été éventré, brûlé. Et puis on va chez notre copine Kinda, qui doit être par là d'ailleurs, qui doit être en visio, je la salue. On mange sur le balcon et donc on raconte en fait une partie d'une journée là dans cette page. Donc c'est un peu ce que l'on vit, mais ces petits riens, je disais on raconte rien, mais c'est des petits riens font sens finalement à la fin. Et donc pour vous remettre un peu le schéma de production, c'est des croquis. 2, c'est une page qui se construit avec du texte.
3, c'est une page qui est déjà dessinée, on voit les 4, on met les couleurs. Voilà. Donc ça, c'est mon travail, c'est à peu près 2 jours de travail, hein, une page. Euh, alors, bon, c'est dans la norme hein, des dessinateurs. Hein, je ne suis pas particulièrement lent ou particulièrement rapide. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation. Et c'est le moment où le public, les spectateurs, vous pouvez intervenir librement et poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors comme Olivier, maintenant tu es animateur, je te laisse un peu gérer ça, de donner la parole à ceux qui vont se manifester pour poser des questions. D'accord. Vous pouvez vous manifester de deux manières, soit en mettant un émoticône, soit en écrivant dans le chat. Alain qui lève la main. Alain, oui. Il faut que tu ouvres ton micro. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est mon côté psy là. En fait, ce que tu décris, c'est pas du tout la même chose, bien sûr, en France qu'au Liban, bien sûr, puisque il y a aussi tout le problème que vous aviez déjà avec la révolution avant l'épidémie qui continue. Mais je me questionnais par rapport à l'état psychologique des personnes. En France, par exemple, on a des étudiants qui se suicident et qui se tuent parce qu'ils n'ont plus de moyens pour payer leur loyer ou pour se nourrir. Tu parlais, enfin, j'ai pas fini le bouquin, je suis au milieu puis je le déguste. Mais je voulais avoir des nouvelles de Saïd, par exemple. Saïd qui me paraissait très perturbé par cette situation, qui n'était pas forcément, c'est pas forcément la famine, mais c'était la situation du pays, tout ce qui se passe, qui apparemment le dépassait et qui le mettait dans un état assez déprimant, quoi. Il était très déprimé, voire presque suicidaire. Il était même pris la délicatesse de décider de la plus souvent. Oui. Alors Saïd, on en parle à la fin du livre, donc je ne vais pas t'en parler, mais il ne se suicide pas, hein, si c'est ton inquiétude. Non, mais c'est l'état psychique des gens. En fait, moi, je sais pas comment décrire, mais les gens là ont repris les manifestations. Il y a une très très grande colère globale. Bon. Mais ce qui était raconté dans l'Orient ce matin, c'était affreux, quoi. J'ai raconté l'anecdote du père qui a mené sa fille de 10 ans pour la donner aux policiers en disant débrouillez-vous avec. En fait, l'article, c'est que des anecdotes comme ça. Donc, on peut imaginer que l'état psychique est un grand désespoir. Ouais. Mais alors là, moi, j'ai pas les outils pour accéder à ça. Hein. Ouais. Pas les outils. Il faudrait parler arabe couramment et être dans les familles. Hein. Donc, c'est pas notre cas. Hein. C'est pas notre cas. Oui, d'accord. Alors, okay. Bonjour. Bonsoir. Oui. Tout d'abord, merci pour cette BD qui nous a ravis. Je n'ai pas encore lu la BD, je ne l'ai pas entre les mains, mais déjà, quand j'ai lu le titre dans l'annonce postée par l'Institut français, j'ai pensé toujours tout de suite à pâtisserie, parce qu'on est reconnu à Tripoli, comme vous venez de le dire, par les pâtisseries tripolitaines, chez Halab. Et là, j'ai pensé comment vous avez allié et jonglé entre friandises littéraires et pâtisserie orientale. Donc là, ça m'a donné le goût de lire le roman. Mais j'ai deux questions. La première, vous avez parlé de la narration et du premier objectif. Votre premier objectif était de raconter l'invisible. Et vous avez dit que parce que les habitants d'Elmina sont des personnes anonymes et qui ne parlent pas. Donc, vous avez essayé de mettre en relief, d'après ce que j'ai compris, ce dont on ne parle pas. Et là, la question que je vous pose, est-ce que vous les avez interviewés et ils n'avaient pas répondu, ou bien parce qu'ils n'exprimaient pas leur peine, leurs soucis, ils essaient de cacher. Et une question très importante, vous habitez où?
Est-ce que vous avez essayé de raconter l'histoire des personnes qui étaient dans votre entourage? Parce que moi, je suis habitante d'Elmina et je sais bien qu'au contraire, les habitants d'Elmina expriment tout. Ils essaient vraiment d'extérioriser, d'exprimer leur peine, leurs soucis par la parole, par l'écriture, par mille et un moyens. Et alors là, j'étais un peu choquée par votre réponse. Donc, ma question, est-ce que vraiment vous avez remarqué que d'après les réponses, il ne voulait pas dire la réalité ou la vérité ou il ne voulait pas s'exprimer? C'est ça ma question. La deuxième question, je vais rebondir à la question posée par Emmanuel. Il a dit, est-ce que vous avez remarqué que ou bien la situation n'a pas évolué? On est en train, c'est-à-dire dès le début du confinement, malgré la révolte des habitants, des Tripolitains, on a remarqué qu'il n'y a pas d'évolution. Et là, moi, je ne vous pose pas une question politique, je vous pose une question sur le plan iconographique, sur le plan des dessins. Est-ce que la métamorphose, comment vous l'avez montré sur le plan, pas seulement sémiotique, mais sur le plan des dessins? Et à la fin, est-ce qu'il y a un retour à la situation initiale? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit la même planche de BD, la même situation? Voilà, c'est ma question. Et troisième question, surtout à Elmina, on a remarqué pendant le confinement que les gens postaient beaucoup de photos sur la mer, sur les îles qui étaient reconnues. Je ne sais pas si vous avez intégré ça dans votre BD, des images sur les îles, sur la mer, qui étaient vraiment une échappatoire pour les gens. Même à travers les photos, il y avait ce voyage vers l'au-delà, de sortir de l'état de stress. C'était une relaxation d'aller voir la mer ou bien de poster des images sur la mer, sur les îles. Est-ce que cela figurait dans votre BD? Voilà, merci. Excusez-moi parce que j'étais un peu longue dans mes questions. Oui, deux questions qui se transforment en trois, c'est la magie Mignotte. Alors sur la narration, en fait, je crois que je me suis mal exprimé. Quand je parle des invisibles, en fait, c'est les gens dont on n'entend pas parler. Ça ne veut pas dire qu'eux ne parlent pas. Au contraire, effectivement, c'est très facile, hein, vous l'avez souligné, le contact avec les Mignottes est très facile, les gens sont extrêmement accueillants, parlent beaucoup. Effectivement, j'ai eu des grandes discussions avec eux, mais ils font partie des gens, et il y en a plein partout dans le monde, hein, c'est pas la question, dont on ne parle jamais. C'est-à-dire que les médias n'en parlent pas, ou si ce n'est à travers, en général, d'accord, oui. Un article comme ce matin, parce que c'est terrible, ou des choses qui sont sordides. Voilà. Donc là, la question de l'invisible, c'est la question de ceux dont on ne parle pas en général. C'est-à-dire l'implicite. Voilà, donc là, on vous remercie. Les habitants d'Elmina sont reconnaissants parce que là, vous les mettez en relief. Voilà. Bon. Sur la situation et l'évolution de la situation, il n'y a pas un retour en arrière. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans une stase, ça ne bouge pas, et en même temps dans quelque chose qui se dégrade. Donc, bon, je crois que cette question, il faudra que vous me la reposiez directement quand vous aurez lu la BD, parce que je ne veux pas dire ce que je dis à la fin, je ne veux pas redire ce que je dis à la fin. D'accord, donc il faut voir, il faut feuilleter la BD et voir en détail. Mais on est dans même la structure même de la BD, le monde d'avant, le monde d'après, est un indicateur de cette évolution qui n'évolue pas. Voilà. Pour la question des photos, graphiquement, j'ai intégré 2 photos au milieu. Des photos parce qu'effectivement, on s'échangeait des photos sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, Anne a envoyé des photos de la corniche de Mina et on a reçu, nous, des photos d'animaux qui couraient dans Paris ou je ne sais plus où. Elles sont intégrées. Donc, effectivement, cet aspect-là que vous soulignez, qui était en fait, qui fait partie de ce paradoxe du confinement où on est isolé dans un lieu,
mais en même temps, on conserve tous les canaux pour s'ouvrir au monde entier et tout circule. S'ouvrir au reste du monde, oui. Et c'est vous avez parlé d'espoir ou de D'échappatoire plutôt. C'était d'échappatoire. une lueur d'espoir, le fait de voir les photos, la mer, les îles. Donc, est-ce que ce bleu, graphiquement figuré, je ne sais pas, excusez-moi parce que je n'ai pas entre les mains la bande dessinée, je ne l'ai pas encore. Ça, il faudra voir, c'est la surprise. Voilà, donc c'est une surprise. Voilà. Merci. Voilà, merci en tout cas beaucoup pour votre question. Nous sommes très ravis de cette bande dessinée et de toutes les représentations. On attend voir. Merci beaucoup. Ah non, Mia Clara, vous vouliez poser une question? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je voulais demander pourquoi vous avez choisi le nom Zarbo. Ah, comme auteur, c'est une longue histoire. C'est un nom que j'ai depuis très longtemps. J'en avais changé d'ailleurs à un moment donné. Hein. Emmanuel a dit que j'avais publié sous d'autres noms d'auteurs. En fait, quand j'ai fait une école d'ingénieur et c'était mon surnom dans cette école d'ingénieur. C'est l'inverse de Beaux-Arts parce que je dessinais déjà et je faisais déjà des bandes dessinées quand j'avais 20 ans. Voilà. Et donc, j'ai choisi de garder ce nom, Zarbo. Linda? Alors, je voudrais d'abord te remercier parce que vraiment, c'est un ouvrage qui nous permettait, en fait, tu partageais avec quelques personnes des chroniques de temps en temps et on attendait impatiemment de lire parce que ça nous sortait un petit peu de notre journée compliquée souvent et ça nous donnait envie enfin ça nous faisait rire et surtout on était vraiment très proche de la réalité et c'est toujours compliqué parce que même les choses qui sont très dures à vivre parfois ils peuvent nous faire rire. Mais voilà, moi je voulais juste savoir un petit peu comment tu choisissais donc dans la journée, dans le déroulement d'une journée, comment tu choisissais les événements que tu voulais mettre dans la BD. Quels étaient un peu les critères de ce choix? D'abord, juste une remarque, Kinda était sur la page que j'ai présentée. Hein, pas beaucoup apprécié mon dessin, mais bon. Elle écoutait une conférence pendant l'apéritif. Non, une formation. Elle suivait une formation pendant l'apéritif. Donc ça, c'était un événement important et je l'ai noté pendant qu'on faisait notre apéritif. Et ça fait partie des événements que j'ai retenus. En fait, il y a une double construction dans cette bande dessinée. Il y a effectivement, pendant le confinement, c'était des chroniques, un journal de bord du confinement. Que j'ai quasiment conservé ensuite dans la bande dessinée. J'ai changé des cases, tout ça, et puis j'ai remis du lien, mais quasiment ça n'a pas bougé. Et en fait, là, je travaillais, je prenais des notes tout le temps dans le petit cahier que j'avais, et je faisais des croquis, et je construisais le jour, donc je prenais des notes le jour J, et je construisais, en fait, je dessinais la page pour le jour J-2. Donc, c'était les moments un peu saillants de journée. Alors, il y avait des journées où il ne se passait rien et il fallait courir après les choses qui se passaient. Et puis, il y avait des journées où, parce qu'une page, c'était une journée, c'était 9 cases, où j'avais trop de choses à dire et j'en éliminais. Voilà. Bon, donc un processus, je ne saurais pas très bien le décrire. Et puis ensuite, pour après, pendant le déconfinement, en fait, j'ai continué à prendre des notes et à faire des croquis. C'est là les pages que je vous ai présentées. Et ensuite, au mois d'août, juste après l'explosion sur le port de Beyrouth. On n'a dit pas de politique. Oui, non. Bon, j'ai tout réécrit et j'ai décidé des pages que j'allais dessiner. Et là, je me suis relancé dans presque une deuxième BD, mais en agrégeant tout ce que j'avais fait avant. Voilà.
Donc, il y a eu des constructions qui ont été un peu différentes selon les pages et les critères, finalement, les critères, voilà, je sais pas, je voulais pas dépasser les 80 pages au départ, j'en ai fait 100. Je voulais, donc j'ai éliminé tout un tas de choses. Mais c'est le processus, quand on fait de la bande dessinée, on écrit des choses, on a du texte, on transforme ça en images et on raffine ce texte, on le réduit, ça devient des bulles et des en-têtes sur les cases. Mais c'est en permanence ce processus-là, mais exactement, je ne saurais pas en dire plus. D'autres questions? Alors, il y a des questions dans le chat. Je fais l'animatrice. Hein. Oui. Elisa qui demande, est-ce qu'il y a une suite, mais pas que Elisa, et est-il possible de voir ce livre? Et Fida, tout à l'heure, a demandé où est-ce qu'on peut l'acheter. Voilà, où est-ce qu'on peut le trouver. Voilà le livre. Voilà. Et il y a... Il se présente comme ça, voilà. avec des pages noir et blanc, de couleurs. Voilà, là, on est en train de partir en avion. Je pense que c'est avoir le livre. Ah, avoir le livre. Oui, parce que ça va recouper, Emmanuel, hein, dans 5 minutes, 6 minutes. Et donc après, vous redemandez comment on peut aller lire le livre sur YouTube. Non. Donc non. Et alors, je remonte un peu. Il y a Lynn Abouzaki qui partage le témoignage de Kinda. Enfin, ça, tout le monde peut le lire, mais ça a été un grand plaisir de voir les chroniques. Merci, Lynn. Voilà, et donc il faut peut-être dire où est-ce qu'on peut... Donc voilà, où est-ce qu'on peut le trouver, l'acheter comment on peut se le procurer, tout à fait. Alors, bon, il y a peut-être deux façons. Il y a un site, je vais vous mettre le site dans le chat, qui est www.marinière.org, où vous pouvez l'acheter en ligne, il vous sera envoyé. Et vous pouvez l'acheter aussi sous format PDF, si vous préférez. Pour ça, il faut une carte bleue, hein, et ça marche pas quand on est au Liban pour des problèmes bancaires qu'on a effleurés tout à l'heure. Sinon, si on est au Liban, j'ai ramené des BD dans mes valises quand je suis rentré il y a quelques jours. Donc, il faut me contacter et je vous mets mon mail à zarbo.info. Donc, il suffit de me contacter. On a un point de dépôt dans le centre de Beyrouth. Et sinon, il y a Mina. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on ne peut plus se déplacer au Liban. Bon, ça va pas durer. Donc, envoyez-moi un message pour réserver les BD parce que j'en ai pas beaucoup en fait ici. Comme ça pèse lourd, j'en ai pas ramené des centaines. Oui, moi j'étais en train de voir la discussion. Donc il y a Madame Samar du lycée Abdallah Rassi qui ne pose pas de questions mais qui vous invite, qui a hâte de vous rencontrer au lycée français d'Abdallah Rassi qui est dans le Rakkal. Très volontiers, oui, on peut organiser quelque chose, oui, effectivement. Donc, et Fida aussi, pour l'avoir, du coup, vous écrirez directement. Hein, on vous répondra directement pour comment on peut s'organiser. Rima Maouloud. Oui. En effet. Merci Emmanuel pour cette rencontre. C'était un plaisir. Pour la caravane des 10 mots, pour Mia Clara, oui, merci à vous. Et on peut essayer de renouveler ça le plus régulièrement possible, hein, de temps en temps organiser des rencontres comme ça. Et puis il y aura bien la signature qui va arriver bientôt, j'espère, où on pourra tous se revoir encore une fois. Et alors si plus personne n'a de questions, je pense qu'on arrive à la fin de notre rencontre. De toute façon, il reste plus qu'1 minute 50 là, donc c'est le moment de se dire au revoir, je pense, plutôt que d'être coupé de manière abrupte. Et merci à Olivier, merci à la caravane des 10 mots, merci à Anne, merci à tous d'avoir participé à ce beau moment. Et puis j'espère un bel avenir à la confinerie orientale, qu'elle soit diffusée un maximum parce que c'est un objet beau et important.